Avant de commencer le podcast, j'avais fait un épisode de Transfert en 2017 dans mes souvenirs où j'y racontais les secrets de mon père, sa vie entre guillemets cachée, ainsi que son cancer et comment est-ce que je l'avais accompagné jusqu'à la fin de ses jours. Cet épisode-là m'avait évidemment bouleversée à l'époque et je me suis dit que j'avais envie de reprendre le pouvoir de cette narration et d'en parler sur mon podcast parce qu'à l'époque, évidemment, la ligne édito était très précise. On omettait énormément de détails qui ont leur importance, je crois. Vous m'en parlez encore de cet épisode et je me suis dit, ça fait déjà des mois de cela que je devais en parler dans un épisode ou plutôt une série d'épisodes. J'avais pas le courage et là je me dis que ça y est, je suis enfin prête à vous raconter la totale vérité, l'entièreté de cette vie un peu particulière aux côtés d'un papa plus que particulier. Et puis comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion et moi je fermerai enfin ce chapitre de ma vie. Je pense aussi que ça vous permettra de mieux comprendre certaines de mes réactions au fil des épisodes de la leçon. Et puis surtout, en cette année 2025, j'aimerais faire un épisode de développement personnel tous les dimanches. Et je crois que pour parler de développement personnel, je peux pas ne pas vous parler de cette histoire complètement dingue. Donc voilà, je vous laisse avec ma maman que j'avais au téléphone, donc le son n'est pas idéal. En revanche, ce qu'elle dit est tellement hallucinant. Elle va vous raconter des choses que même moi j'avais oubliées. Honnêtement, l'épisode est lunaire avec ma mère tellement c'est abusé ce qui s'est passé. Et puis ensuite, vous verrez, je serai accompagnée de mon ami Chris pour vous raconter ma perspective sur mon enfance, adolescence, les secrets de plus en plus forts de mon père, et puis enfin son cancer et la fin de ces jours que j'ai passé à ses côtés. Voilà, je vous laisse avec l'épisode. Ouais. Toi, au sein de ta famille, tu étais la toute dernière, tu passais après 4 garçons avec beaucoup de caractère. Tu te sentais un petit peu effacée, non, dans ta famille? Oui, j'étais un peu effacée dans la mesure en plus où mes parents m'ont eu tard et qu'ils en avaient un petit peu marre, je dirais, des enfants. J'étais aimée et choyée, si tu veux, mais malgré tout, ils étaient un peu fatigués de ça. Donc, j'avais une vie un peu morne et austère. Et quand tu rencontres papa, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Parce qu'il a fait le clown. Il m'a amusée d'emblée et puis il avait un beau sourire. Il avait un très beau sourire franc et sain. D'accord. N'hésite pas à faire des réponses un peu plus longues. D'accord. J'ai des chaussettes parce que j'avais froid. T'es en train de mettre tes chaussettes? Bon, ça y est, les chaussettes sont mises, c'est bon. Ah! Bon, alors, non, je vais étoffer mes réponses. D'accord. Maintenant, je suis tout à toi. Bon, alors, tu m'as posé comme question, qu'est-ce qui m'a plu chez papa? En fait, j'aimerais bien qu'on parle avant de commencer à parler de papa parce que je pense que les gens comprendront mieux pourquoi est-ce que papa en particulier t'a plu, t'a intéressé, comprendre d'où tu viens. T'étais la petite dernière, la seule fille un peu effacée dans une famille où les mecs avaient vachement de charisme, ultra fêtards, et tes parents mettaient des gens hyper bienveillants, mais ils mettaient tellement en valeur ce côté ultra charismatique de tes frères fêtards que du coup, toi, tu portais presque le fait d'être fêtard comme une valeur, la valeur ultime du mec parfait aux yeux de tes parents, en fait. C'est ça, c'est complètement ça. Et On t'a jamais indiqué qu'un mec devait travailler dur. jamais. Ouais. Et d'autant plus que je n'avais pas compris, ça paraît hallucinant, mais je n'avais pas compris qu'il faudrait que je travaille un jour.
Ouais. J'avais pas du tout compris ça. Moi, je pensais que je me marierais, et puis voilà, mon mari s'occuperait de pourvoir à mes besoins, quoi. Ouais, lol quand tu sais la suite, hein. Lol. Oui, absolument. Ah, la découverte a été surprenante, hein. L'eau un peu fraîche. Voilà, c'est à peu près ça. Oui, voilà. Et donc tu rencontres plutôt papa à une soirée, il te fait mourir de rire et de Oui. son côté, lui, c'est un coup de foudre absolu et vous vous mettez ultra rapidement ensemble. Alors, 8 jours après, j'étais installée chez lui. Enfin non, on s'est rencontrés un samedi, je me souviens, le Ouais. 5 décembre. 8 jours après, on se revoit. Crac, crac. Oh maman! C'est la première fois que tu me dis ça! Je suis super choquée! C'était simple et évident. Bon, ben voilà. D'accord, Et bon. 15 jours après, je vivais chez lui. C'est une affaire rondement menée, écoute. Et 15 jours après, tu vivais chez lui et très rapidement, toi, tu rentres dans son monde. Ah oui, si tu veux, dès que je me suis installée chez lui, même je crois les jours avant, il m'a emmené chez plein de gens à des dîners ici ou là et tout. Et moi, je connaissais personne à Paris. J'étais un peu étonnée et j'ai découvert des gens qui m'ont beaucoup plu. J'ai découvert des univers qui me plaisaient. Donc, si tu veux, ça m'éblouissait tout ça. Mais ouais, en plus, papa, il était hyper drôle, hyper cultivé. Dans une C'est ça. pièce, il avait vachement de charisme. Complètement. Donc, il était souvent invité parce que il mettait beaucoup d'ambiance et beaucoup de gaieté et voilà. Donc, il faisait des blagues au téléphone, enfin bon, qui faisaient rire les gens. Bon, tu vois, des trucs idiots, mais qui ont plu. Ouais, t'avais 20 ans, hein. T'avais genre 23 ans, t'étais jeune. Oh oui, 22 ans, oui, un truc comme ça, oui. 22 ans, tu te rends compte, on est un bébé à 22 ans. En fait, voilà. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, c'est génial, je découvre la vie, quoi. C'était super et je vais avoir enfin la vie que mes frères ont. Ouais, tu le vivais presque un peu par procuration. Complètement, c'était vraiment par procuration. Donc, c'était le premier. C'était le premier garçon qui correspondait à ce genre de comportement, tu vois, enfin qui correspondait à mes critères. Donc, pour moi, ça y est, c'était bon. Voilà. Ouais, et puis lui était tellement à fond sur toi qu'il y avait une sorte d'évidence, quoi. Absolument. Et comment t'étais à ses côtés? Est-ce que t'étais plutôt du genre à t'effacer pour le mettre en lumière ou alors est-ce que ça te révélait à qui tu étais? Non, pas du tout. J'étais complètement le second couteau, quoi, la fille qui suit et qui s'efface, mais et puis j'étais un peu intimidée quand même par les gens que nous rencontrions, donc qui se tournaient tous vers Philippe qu'ils connaissaient ou plus ou moins, mais enfin bon, et voilà. Donc moi j'étais la petite chose derrière qui suivait, qui profitait de la lumière, mais les gens ne s'intéressaient pas à moi, si tu veux. Ah, je l'ai tellement vécu, ça, je vois tellement ce sentiment-là où on est à la fois contente, mais du coup, on met l'autre, apparaissant sur un piédestal. Oui, absolument. Et si tu veux, ce piédestal, ça a été à tel point que tu sais, à l'époque, il habitait un studio près du boulevard Ferrer. C'était petit, c'était bien foutu, mais c'était petit. Et donc, je suis allée m'installer chez lui parce que moi, j'avais rendu mon appartement parce que je partais pour un grand voyage. Lorsque je suis rentrée de ce grand voyage, 2 mois après, je suis venue... dans son studio.
dans son studio. Et en fait, d'emblée, je lui ai dit, oh, ne t'inquiète pas, ne pousse pas tes affaires, je me débrouillerai, Donc, mes affaires étaient dans une valise que je glissais sous la commode. Je me suis effacée dès la première minute. Ouais, c'est un Voilà. truc de fou, surtout ne pas déranger pour quand même que l'autre reste avec Lui, toi. c'est totalement ça. Et lui, ça lui convenait parfaitement parce qu'il avait été complètement servi et adulé par sa mère. Donc, fils unique, élevé par une dame d'un certain âge, qui était vraiment au service d'eux. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'épisode suivant avec Chris, on va parler du fait que papa, il a été vachement humilié enfant. Moi, c'est ce dont je retiens de son enfance, c'est les humiliations subies par sa maman, ma grand-mère. Et l'autre versant, c'est à la fois ce déséquilibre entre le fait d'être humilié et aussi adulé comme un demi-dieu. C'est fou, mais on comprend mieux la suite, en fait. Oui. Et toi, papa était sa chose, son bébé à elle et rien qu'à elle et pour elle. Et en fait, elle n'a pas supporté qu'il prenne son envol, même tout petit, même qu'il ait des amis, c'était pas tolérable. Et en fait, elle voulait le garder, donc elle l'a fait grossir comme une petite boule. Elle l'a gavé, quoi. Elle l'a gavé. Puis il y avait plein de choses de ce genre. Et donc après sont venues les humiliations. Voilà. Donc c'est fou, j'en parle pas de son rapport au corps et je pense que ça va être très important dans la suite des choses, c'est qu'il était tellement dur envers son propre corps à lui, mais celui des femmes aussi. Il tolérait pas le moindre kilo en trop. Il était grossophobe d'une violence inouïe. D'une violence énorme. Et ouais, c'est fou. Quand tu le rencontres, il te dit qu'il travaille. Ah bah bien sûr, il travaillait dans la reine. Maman, non, dis pas. on garde quand même un peu d'intimité. Il travaillait. Voilà. Il partait tous les matins en costume. Oui, tous les matins en costume et me disait surtout ne m'appelle pas entre 13h et 15h parce que je fais ma sieste. Ah bon? Tu fais une sieste? Ah oui, tu sais, je suis corse. Les Corses, ça fait des siestes. Ah bon? Bon. Moi, naïve. Donc, je n'osais pas appeler avant 15h. Bon. C'était hallucinant, quoi. Il partait habillé et oui, toujours costumé, toujours cravate, les chaussures cirées, etc. Je pense qu'au début, il travaillait. Je pense, mais quelques mois seulement. Et puis... Je suis désolée, maman, mais je trouve ça tellement suspicieux, le fait de pas avoir droit de l'appeler entre midi et 15h. Mais oui. Oh, voilà. Rions-en, hein. Oh, bah, évidemment. Et puis... Et comment t'as découvert, toi, qu'en fait, il avait arrêté je sais pas s'il s'est fait virer ou juste il a arrêté de travailler, mais il continuait à te mentir? Comment est-ce que je l'ai su? Non, à un moment, il m'a dit, oh, je change de boulot. Bon. Oh, maintenant, je vais monter une boîte. Ah bon? Très bien. Oh, moi, la vache, j'oserais pas, c'est vachement bien. Et il avait un discours extrêmement peaufiné, si tu veux. C'était construit, intelligent, et il avait beaucoup plus d'expérience que moi du milieu du travail, et je le savais, je le voyais quand même. Hein, j'étais quand même pas idiote, mais donc il m'a berné pendant très longtemps. Puis il y avait des signes, des trucs
évident, si tu veux, mais que je ne voulais pas voir. Mais ouais, t'as 22, 23 ans, tu te dis que t'es avec l'homme de ta vie. L'époque était malgré tout différente. Il y avait pas, c'est con à dire, mais il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ce réseau d'entraide qui s'est multiplié. Tu voulais pas voir comme tu le dis parce que tu te disais bon, il est très bien sur plein de trucs, donc je vais un petit peu mettre sous le tapis les trucs qui me plaisent pas. Complètement. Ouais. Oui, complètement. Et c'était quoi les Et petits signes? Parce que spoiler alerte, en fait, il a menti à maman durant des années en disant qu'il partait au travail, alors que mes grands-parents lui envoyaient un mandat avec de l'argent chaque mois et que il partait en fait au café du coin prendre un café serré et lire L'Équipe en costume. ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et C'était quoi les petits signes? alors les petits signes, on a commencé. Alors on avait nos comptes séparés. Tu vois, Ok. ils ne voulaient pas on aurait pu avoir un compte commun, tu sais, pour les questions de maison. Non, 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 non. Ils ne voulaient pas ça. Bon. Et puis je n'osais pas en parler à mes amis parce que je voulais pas que certaines choses les étonnent. Ouais. Et si tu veux, entre nous, on parlait pas du tout de nos vies. Mhm. Absolument pas avec mes amis. Donc rien d'intime même, tout court. Et donc je savais pas très bien ce qui était normal ou pas normal. Euh, que te dire d'autre comme petit signe? Il y avait... Ah oui, une fois, je suis rentrée plus tôt et il était présent. J'étais étonnée. Oh oui, mais en fait, j'avais un rendez-vous. Voilà, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ouais. J'avais un rendez-vous qui s'est annulé. Ah bon? Oui, parce qu'en plus, spoiler alerte, mais toi, tu t'as fait, hein. Donc, l'adolescente en toi qui Oui. pensait qu'elle allait pas taffer, toi, tu t'as fait de ton côté. Oui, absolument. Donc, effectivement, tu rentres plusieurs fois à la maison et à chaque fois, dis donc, tu tombes pile au moment où il a un rendez-vous qui est annulé. C'est étonnant. C'est pas de peau, hein. Bon, voilà. J'ai eu une formation de 3 semaines à une époque, et on pouvait téléphoner, tu sais, ou donner des nouvelles, etc. Bah, bizarrement, il n'était jamais là pendant les 3 semaines où j'étais. Enfin, j'avais beau appeler, tu sais, c'était que des téléphones fixes à l'époque. Ouais. Il n'était jamais à l'appartement, bon, enfin, ou à son boulot, supposé, ou j'étais un peu étonnée, mais bon. Et je m'obligeais à ne pas être suspicieuse, tu sais. Oui, parce qu'en plus, il fallait pas, enfin, encore une fois, t'essayais d'être plus que parfaite comme petite girlfriend. Donc, tu Mais voulais surtout pas jouer à la jalouse. Et je mets des gros non, guillemets, hein, bien sûr. pas du tout, absolument. Donc, si tu veux, j'ai pas eu véritablement de signes à ce moment-là de choses qui me prouvaient qu'il ne bossait pas, mais voilà. Et les gens s'en rendaient compte en revanche autour parce que des années après, ils m'ont dit mais tu n'as pas vu qu'il ne travaillait pas? Et j'ai dit bah non, Ouais, non, c'est ouf. mais Ouais. voilà et bon parce que il devait se couper sur certaines choses, je pense, Ouais. mais moi, je ne le voyais pas parce que je voulais pas le voir, sans doute. Et puis, Ouais, je vois bien. Et tu te rappelles de ce que les gens te disaient en mode mais si, quand il avait fait ça ou ça, non, non, il me donnait pas d'exemple. C'est ça qui est un peu gênant parce que ça m'aurait mis vraiment les yeux en face des trous, en fait. Ouais, Mais c'est bon. clair. Et puis bon, c'était passé, quoi. Voilà. Donc, Et pendant cette période-là, parce qu'il y avait une dynamique de couple qui s'est installée entre vous, qui s'est aussi répercutée sur moi, c'est ce côté où tu devais absolument, pour que vous vous entendiez bien finalement, faire que des trucs cool pour un homme, entre guillemets. ah, c'est ça. Oui.
Je ne l'intéressais et lui plaisait que lorsque je faisais des trucs d'homme. Voilà, par exemple, je me souviens j'ai participé, j'ai fait les sélections du rallye des gazelles. Ouais. Qui est un rallye automobile qui avait lieu dans le désert. Donc, j'ai passé la sélection. Et vraiment, c'est idiot, j'ai loupé un chouïa. Vraiment, c'était... bon, peu importe, je l'ai pas fait. Mais tu le faisais un peu pour paraître cool dans les yeux de papa, en fait. Oui, exactement. Alors là, j'étais portée au nu. Et dès lors que je voulais quelque chose d'un peu personnel, du genre, est-ce que tu m'accompagnerais pour choisir une robe ou n'importe quoi? Mais ça, alors, aucun intérêt, certainement pas, tu te débrouilles, voilà. Il refusait de faire les magasins avec moi. On n'a jamais fait une seule fois une course ensemble. Ce qui est fou, c'est que, en revanche, il a été adorable avec moi là-dessus. Il m'a suivi des heures, une fois jusqu'à 5h30 de shopping. Le pauvre, je me rappelle, il en avait la tête qui tournait. Mais par ailleurs, j'avais aussi affaire à ce genre de comportement avec lui, donc je comprends très très bien ce que tu veux dire. Et je comprends aussi pourquoi ensuite t'es pas partie, parce que toi, t'as commencé à être dans une spirale de suradaptation pour te suradapter à ce que lui aimait. Et donc petit à petit, on s'efface tellement qu'on ne sait plus, qui l'on est, puisque on essaie tellement de coller à ce que l'autre aime qu'on sait plus qui l'on est, et de deux, on s'auto-persuade que finalement, qui l'on est, nos hobbies, nos passions, ce qui nous définit, c'est pas si intéressant que ça. En tout cas, c'est moins intéressant que l'autre. Donc tu te dévalorises tellement que tu mets l'autre sur un sort de piédestal de fou, quoi. Ah, mais complètement, t'as parfaitement analysé le truc. Mais c'est d'autant plus dangereux que, si tu veux, la suradaptation, alors ça, c'est une évidence. Et surtout, c'est arrivé à une époque où je n'étais pas encore formée, si tu veux. Ma personnalité n'était pas faite, je ne savais pas où j'allais, ce que je devais faire et tout. Donc, je n'étais déjà pas construite et je me suis tellement suradaptée que j'ai adopté son mode de vie, son mode de pensée, voilà, il a fallu que j'épouse complètement sa façon de vivre, d'être et tout, sans que ma personnalité se soit affirmée Et en plus, tous ces petits trucs-là que tu acceptes au départ, en fait, c'est là où on se dit qu'en couple, c'est ultra dangereux d'accepter les petites choses qui nous dérangent dès le départ et qu'on devrait tout de suite mettre le haut là. Voilà, parce que petit à petit, ces petites choses font que tu acceptes de plus en plus de petites choses, entre guillemets. Et en fait, à la fin, ça fait un océan de choses que tu acceptes qui sont, quand on regarde la globalité, intolérables. Et ce qui fait que tu acceptes petit à petit sa tromperie qui est de moins en moins masquée. C'est ça, absolument. C'est très, très bien résumé. Maman, 10 ans de psy, hein. Oui, mais écoute, non, t'as très, très bien analysé la chose. Ouais, c'est vraiment ça. Et il te dit des trucs qui sont, mais aujourd'hui, quand tu me dis ça, mais je trouve ça lunaire et terrible. Il te dit des choses du style, rends-toi bien compte. Donc toi, par exemple, tu rentrais le week-end visiter tes parents. Donc j'imagine que lui faisait pas l'effort de venir parce que ça devait l'emmerder. Ah bon ? De toute façon, il était anti-famille, il refusait. Alors, non, il avait été bien reçu par mes parents, qu'il avait apprécié. Que lui avait apprécié. En plus. Bon. Oui. Mais il les avait trouvés très gentils, etc. Mais que disais-tu auparavant? Que moi je me rappelle d'un truc que tu m'as raconté et j'imagine que c'est l'arbre qui cache la forêt. Qu'un jour tu rentres à Nantes pour un week-end et qui te dit, tu réalises quand même que je vais pas pouvoir rester seule 2 jours entiers. Et il te prévient donc qu'il te trompera, mais
quand même que tu sois rassurée parce qu'il prévient les maîtresses qu'il est en couple. C'est ça, absolument. Oui, oui. C'est lunaire. C'est complètement lunaire et là tu t'es complètement perdu si tu veux face à ce comportement. Et en plus il me disait tu te rends compte, tu es jalouse. Ouais, c'est clair, maman. Abusé, hein. Waouh. Abusé. Et je faisais pas de crise de jalousie violente et tout, mais bon, j'appréciais pas du tout, tu vois. Mais c'est atroce. Toi, tu rentres 2 jours à Nantes en te disant, là, il est en train de me tromper. Mais c'est horrible. Bien sûr. Oui, oui. Oui. Et en plus de ça, ta réaction, on te fait dire que ta réaction n'est pas normale. Oui. De toute façon, tout ça, c'est ta faute. Si tu veux. Ouais. Tout ça, ça ne devrait pas se passer comme ça. Nous sommes d'accord. Mais c'est parce que tu te permets de t'en aller que comment veux-tu que je fasse, moi? Bon, voilà. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, papa, mais qu'est-ce que je l'aimais et qu'est-ce que je l'aime encore aujourd'hui. Mais waouh, c'est quand même un sacré morceau, hein. C'est un sacré morceau. Waouh. Et puis, t'apprends, donc on l'a appris il y a pas longtemps, que il commence carrément à avoir une double vie au bout de quelques temps, quoi. Ah ben oui, ça a été assez rapide et c'est ton parrain qui me l'a dit naïvement, je sais pas. Surprise. Ouais. Surprise. Oh ben oui, tu sais bien, à telle époque, oui, il avait installé sa maîtresse chez une de mes anciennes copines. Ah bon? Bon, ça m'a pas fait plaisir. Non, tu m'étonnes. Mamounette, t'es toujours sur le canapé parce que j'ai l'impression que j'entends un peu d'écho. Ah oui, je suis partie dans la cuisine, excuse-moi. Ah, ça s'entend. Bon, excuse-moi, je voulais me faire un café, pas zut alors. Je veux bien que tu reparles proche de ton téléphone. Oui. Voilà. Ok, donc petit à petit, tout ça, toi, ta confiance en toi, la chute libre. Le peu de confiance en moi que j'ai jamais eu, là, il n'y avait plus rien du tout, bien sûr. Ouais. Et tu finis quand même par l'épouser, quoi. Ben, écoute, tout le monde, j'étais engluée. J'étais incapable de prendre une décision d'une façon ou d'une autre. J'étais même à la limite dans mon boulot, j'étais incapable de. J'étais perdue, quoi. Je comprends. Voilà, ça te fait douter de ton propre jugement. Si, oui, en fait, il avait fini par te faire douter de ton propre jugement. Bien sûr. Et en fait, un jour, il me dit, écoute, ce serait bien qu'on se marie. Et en fait, socialement, j'en avais besoin. J'étais tellement une petite chose effondrée que tu sais, c'était une existence sociale d'être mariée. Et toutes mes amies d'enfance et autres étaient mariées. Et moi, j'étais celle qui se faisait pas épouser, tu vois, c'était ça. Ouais, je comprends. Et en fait, ça... Bon, pour moi, c'était important. Et le jour du mariage, ça n'a pas été un mariage pour moi joyeux parce que le jour du mariage, je me suis dit, bon, aujourd'hui, tu es en train de faire une grosse bêtise. C'est pas vrai. Oui. Oh, ma pauvre Mamounette, c'est trop triste. Je me suis dit, heureusement que le divorce existe. Oh, ma pauvre. Bon, écoute, tu sais, je pleure pas du tout sur mon passé, hein. Non, je sais que tu pleures pas. Oh, pas du tout. Malgré tout, j'ai eu une vie intéressante. Je me morfonds pas du tout je suis pas passéiste ou dans le regret. Non, je sais parce que t'es pleine d'énergie pour, Non, ça me fait de la peine pour toi parce que je t'aime plus que tout, quoi, et du coup,
C'est de l'empathie. Oui, je sais. Merci, mon chat, c'est adorable. Mais en l'occurrence, ça glisse presque sur moi maintenant. Tu vois tout ça. C'est vrai que c'est hallucinant ce que je te raconte. C'est incroyable. Mais bon, voilà. Donc, comme tu dis, heureusement que le divorce existe, parce que il y a des époques où on ne pouvait pas divorcer, ou des milieux où on ne peut toujours pas divorcer. Je suis bien contente que toi, tu aies eu cette liberté-là. Oui. Donc tu te dis ça le jour même. Oh là là, tu devais avoir la boule au ventre. C'est quand même, moi je me rappelle, et peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais pour moi les mariages des autres, puisque je me suis encore jamais mariée malheureusement, c'est vraiment un instant qui cristallise le fait qu'on ne soit pas avec la bonne personne. C'est-à-dire que j'ai été à 2 mariages en couple. Et à chaque fois, j'avais une boule au ventre en regardant les autres qui s'étaient bien trouvés et en me disant « Oh, mon Dieu, je suis pas avec la bonne personne ». Et ça crée une sorte d'angoisse. Oui, bien sûr. Bien sûr, je comprends très bien ça. Je le comprends d'autant mieux que, j'ai vécu des choses comme ça. Donc. Et donc, tu te maries et tu tombes enceinte de moi et évidemment... 3 ans après. 3 ans après. Bon, pendant la grossesse, papa n'est pas présent. Oh non. Non, pas du tout. Pas présent même physiquement, je dirais, parce qu'il part vraiment moralement pas du tout et physiquement non plus, parce qu'il fait tellement d'escalade et il va tellement à Fontainebleau ou faire du mur que des jours entiers il disparaît. Et parfois il rentre, ou alors est-ce que ça c'est après que je sois née, parfois il revient au bout de 3 jours? Oui, c'est arrivé, oui. Il allait chercher des cigarettes ou des allumettes, bizarrement. C'était toujours des allumettes, crac. Et je le voyais 3 jours après, super. C'est horrible. C'est horrible. Oh la vache. Tu vois, tu te rends compte, quand on s'appelait avant d'enregistrer cet épisode, je t'ai appelé hier parce que je voulais remettre un peu en place les chiffres, les dates plutôt. Oui. Mais j'ai réhalluciné de ce qu'on a vécu en fait, en me disant mais c'est encore pire que dans mes souvenirs. Oui, bon. Et dans tout ça, trouver pire. Hein. Non, mais je veux dire par rapport à mes souvenirs de la situation. Oui, par rapport à tes souvenirs, je le comprends. Ça, disons que je garde un amour total pour mon papa qui, je sais, m'aimait vraiment comme la prunelle de sa vie, mais j'ai vraiment enlevé mes lunettes roses que j'avais enfant où mon père était intouchable, c'était vraiment un demi-dieu quoi pour moi, et aujourd'hui je reconnais que c'est un homme qui a vraiment déconné, et quand on voit à quel point tu es une femme bien, on aurait dû prendre soin de toi et on l'a pas fait, et ça je ne suis plus d'accord avec ça. Oui. Et absolument. donc je nais et on reste 5 ans ensemble en tant que famille à Paris. Est-ce que tu peux me raconter ces années-là? Alors, pas simple, parce que papa ne savait pas moi, j'avais jamais eu d'enfant entre les mains, j'avais pas gardé d'enfant, mes neveux et nièces habitent à l'autre bout de la France, donc je ne les gardais pas, je ne les fréquentais pas, si tu veux. Je voyais très peu de bébés en fait, donc j'étais un peu perdue. J'apprenais sur le tas, mais papa, ça l'intéressait pas parce que il estimait que de toute façon un enfant, ça n'a d'intérêt que à partir du moment où il commence à devenir autonome, il commence à parler et à philosopher, quoi. Bon. C'est bien connu, on met les bébés dans la forêt et une fois qu'ils sont propres et qu'ils peuvent eux-mêmes payer leurs factures, on les reprend. C'est ça, c'était à peu près ça. Et si tu veux, il ne savait, lui non plus, en fait, il n'y connaissait rien. Et je lui ai dit, mais tu sais, il faut qu'elle fasse la sieste, il faut qu'elle dorme beaucoup. C'est un bébé, ça dort beaucoup. Et
et nous n'avions qu'une chambre. Et il a refusé que nous allions, enfin au début on t'avait avec nous, mais il n'a jamais voulu céder la chambre, il voulait garder la chambre pour lui. Donc il fumait à l'intérieur aussi? Oui, bien sûr. Et toi, tu avais un petit matelas dans la chambre qui était roulé dans un coin. Mm. Et c'est con, mais je suis sûre que inconsciemment, je me suis tout de suite rendu compte. Je pense qu'honnêtement, les premières années, on définit tout le reste. Le fait d'avoir un petit matelas dans un coin, je te jure que je suis certaine qu'aujourd'hui, ça a un impact encore. Ah, mais j'en suis sûre, bien sûr. Et il n'acceptait pas que que tu sois dans l'appartement, dans la journée, etc. On pouvait pas te faire garder parce que moi, j'avais perdu mon boulot et que lui, ne travaillant pas, si tu veux, on pouvait pas t'inscrire en crèche. Alors, attends, on précise pourquoi tu avais perdu ton boulot, parce que les gens vont commencer à se dire, OK. Ma boîte avait coulé, donc bon. Voilà. Et tu pouvais pas reprendre un taf parce qu'en fait, qui allait me garder? C'est ça. Et papa ne travaillant pas, eh bien, écoute, de façon normale, la CAF et tout ça estimait que il pouvait garder, si je cherchais un autre boulot, lui pouvait te garder et inversement, si tu veux. Il y avait obligatoirement un parent qui pouvait garder le bébé, donc tu n'avais pas de place en crèche. Et il n'y avait pas des discussions entre vous en mode, mais il va falloir... Aucune. Aucune. Non. Et la journée, je le dérangeais? Oui. Et en fait, je passais mes journées... Ah, maman, tu t'es encore dans une pièce avec les... Oui. Comment dire, dans la journée, il neigeait en plus quand tu étais tout petit bébé. Il neigeait à Paris. Et en fait, je te promenais des heures et des heures dans la poussette parce que nous n'avions pas droit de rentrer dans l'appartement avant au moins 17 heures ou 18 heures parce que, soi-disant, nous l'empêchions de trouver un boulot. Voilà. Mais c'est des violences psychologiques, en fait, pour toi, honnêtement. Oui. Et si tu veux, j'ai fait tous les musées de Paris. Donc, écoute... J'adorais ça, pour le coup. Je me rappelle, enfant, te demander tout le temps je veux faire un musée. Pardon, je me cire un peu les pompes moi-même. J'avais envie de le placer. Oui, non, mais absolument, c'était ça. Et puis, donc, j'essayais de temps en temps, j'allais dans des cafés, mais j'avais pas beaucoup de sous, bien sûr. Donc, voilà. Puis les huissiers sont déjà venus, non? Ah ben, les huissiers sont déjà venus plein de fois. Oui, déjà avant le mariage, les huissiers débarquaient déjà. Voilà, parce que il était déjà en pleine rupture administrative. Il refusait que je fasse les impôts, que je m'occupe de choses comme ça. Et en fait, il ne payait pas les factures, il ne payait pas les impôts. Donc, bon... Il y avait des petits signes avant-coureurs du reste, maman. Il y avait de très, très gros signes. Je vous invite à écouter la partie 3 de cette série. La partie 3 sur le cancer de mon père et de sa rupture totale avec le système, où on explorera cette partie-là plus en profondeur. Voilà. Voilà. Évidemment, il est jamais venu me chercher une seule fois à la crèche. Si, une fois, je crois, non? Non, il est venu une fois te chercher à la sortie de la maternelle et il avait été très, très content du truc parce que bien évidemment, il ne savait pas où tu étais, dans quelle école tu étais. Et un jour, pour X raison, il y va et en fait, il se retrouvait qu'avec des jeunes femmes. Donc, ils ont trouvé ça super sympa. Waouh. Ben oui. Et ça l'a pas motivé à recommencer? Ah non. Non. Pas du tout. Il jouait avec moi?
Très très peu, quasiment jamais. Non, non, vraiment pas. Il me prenait pas dans les bras, il me donnait pas de signe Oui. d'affection. Non. Non, mais je voyais qu'il était intéressé, enfin quand même. Mais si tu veux, un homme ne fait pas des choses comme ça. Ouais. De toute Il a un côté façon, très macho. et ce côté macho, je me rappelle très très bien du jour où il s'est cassé, et Dieu merci, c'est moi qui l'ai provoqué en lui disant je t'aime vers l'âge de 16 ans, et j'ai vu vraiment quelque chose, la coquille se fracturer un peu, et une petite boule de douceur en dessous, et c'était vraiment une carapace énorme de construction sociale en tout cas. Oui. Si tu veux, l'image qu'on donne, ce que je raconte, c'est épouvantable, c'est une horreur. Oui, mais c'est la réalité. Oui, mais par ailleurs, il avait quelque chose de très attachant et touchant, et il était aussi bizarre que cela puisse être. Il était très honnête au point d'en être naïf. Tu vois, il pouvait pas imaginer que quelqu'un vole, par exemple. Bah ouais, mais il passait sa vie à mentir. Mais il passait sa vie à mentir. C'était bourré de contrastes, en fait. Mais il était, par bien des côtés, très attachant. C'est ça qui est, si tu veux, parce que bon, les gens qui vont entendre ça vont se dire, mais enfin, c'est hallucinant. Quelle était cette Ouais. ogre, bête des bois qui, voilà. Or, il séduisait tout le monde. Donc, si tu veux, c'était complètement, c'était étrange comme situation. C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Non, c'est vrai. Et tu vois, à partir du moment où il a commencé à me trouver intéressante, c'est glauque, mais c'est la réalité. Et on en parlera plus dans l'épisode, le deuxième épisode sur mon adolescence. Mais moi, mon papa, alors c'était des miettes de pain par rapport à ce qu'un père devrait être. Ça, c'est factuel. Mais j'avais un papa. Déjà, on s'écrivait tous les jours, on s'appelait tout le temps, on se voyait plusieurs fois par semaine à l'âge adulte. Dès qu'il voyait un article qui pouvait m'intéresser, il allait me le prendre en photo, on allait en débattre. Il montait vraiment son amour de cette manière-là. À mon anniversaire, il merdait sur plein de trucs, mais à mon anniversaire, je le voyais toujours se creuser la tête des jours et des jours pour trouver un cadeau un peu original, etc. Enfin, je n'ai jamais douté, je crois, de son amour, et c'est quand même la preuve qu'il le faisait ressentir, son amour, parce que on peut douter parfois en mode c'est fake, lui ça l'était pas, et il y avait plein de choses qui étaient géniales chez lui, comme le fait qu'il soit brillant, drôle, voilà. Mais ça, j'ai jamais vu enfant, parce que moi, j'étais face à quelqu'un qui ne s'intéressait pas à moi et qui ne parlait que d'escalade et de Formule 1. Franchement, c'est pas fun quand t'as 12 ans ou que t'as 8 ans et que t'aimes les princesses, etc. Évidemment. Donc bon, voilà. Donc moi, je suis petite fille. Qu'est-ce qui te fait dire, là, faut que je parte 6 mois, faut qu'on fasse un break pour lui faire réaliser qu'il faut que ça change, quoi. Tu te rappelles du déclic ? Oui. Alors, en fait, tu sais, je partais toujours au fin juin. Alors, je partais avec toi. Je partais 8 jours, chez ta grand-mère pour préparer la maison pour qu'elle soit louée l'été. Ouais. J'allais, ta grand-mère étant vraiment âgée, c'est moi qui prenais en charge tout ça, le ménage, les rangements, l'organisation de la maison pour l'été. Et en fait, j'étais tellement mal à l'époque, et je le sentais tellement buté. Il commençait à entrer dans une forme d'amertume. Ouais, bah oui, parce qu'il était pas. Ouais. Oui, puis ses amis. Si tu veux, il y a une époque où tu fais illusion et puis plus personne n'était dupe depuis déjà très longtemps. Donc ça l'humiliait, et puis
ils avaient un train de vie que nous n'avions plus du tout. Enfin, bien évidemment, tu vois, le décalage, le creux s'était creusé, quoi. Enfin, voilà. Le trou s'était creusé. Là, donc, je pars au bord de la mer, préparer la maison. Et puis, j'étais tellement mal, si tu veux. Alors, je respirais dès que je m'éloignais. Nous sommes censés reprendre notre train pour Paris. Et chose incroyable, je loupe le train. Tu vois, c'était plus fort que moi. Il y avait un acte manqué, quoi. Un acte manqué. Et bizarrement, il y avait le train suivant était peut-être 2 heures plus tard, et il y avait un pôle emploi juste à côté de la gare. Je suis entrée dans cette agence, et puis j'ai dit, ben voilà, ça m'a traversé l'esprit, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Et ils m'ont trouvé un job à mi-temps dans un lycée. Donc Putain, c'est dingue. Et si tu veux, bon, il fallait que je passe un entretien avec le directeur, avec le proviseur du lycée, évidemment. Il fallait que je me présente. Mais là, 2 heures plus tard, nous avons pris notre train, nous sommes rentrés à Paris. J'ai échangé par téléphone, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas d'internet, hein, parce que nous on l'a eu tard en plus. Oui, c'est ça. Donc j'ai échangé en cachette par téléphone avec ces gens-là qui m'ont dit il faut vous présenter demain matin ou dans 3 jours. C'était au Pouliguen. 500 bornes. Ah oui, c'était au Pouliguen, tu vois. Donc enfin c'était à la Baule. Ouais. Donc dans 3 jours. Oh la vache. Bon, et toi, tu étais encore petite. Ah ben tu avais 5 ans, non. Voilà, enfin bon. Et j'ai demandé à Marie, tu sais, une de nos amies, je lui ai dit, peux-tu garder Pauline toute la journée? Je fais l'aller-retour à la Baule dans la journée et tu n'en parles pas à Philippe, tu n'en parles à personne. Ok. Donc le matin, je suis allée te déposer, je suis allée prendre mon train, j'ai passé l'entretien avec succès. Bon, voilà. Je rentre en fin de journée, je te récupère et voilà. Mais le problème était que j'étais engagée. Alors ça, c'était début juillet et je commençais le 1er septembre. Et je dis comment que je pars m'installer. C'était un contrat de 9 mois. Comme papa me reprochait en permanence que nous soyons dans ses pattes, parce que nous l'empêchions de chercher du boulot, de faire ses affaires, de tout. C'était épouvantable qu'on soit dans ses pattes toute la journée. Eh bien, le truc tout trouvé était, je pars 9 mois, tu viendras nous voir au bord de la mer. C'est pas si désagréable que ça en plus, hein. Bon, il pouvait venir passer des week-ends, ou que nous remontions à Paris pour le voir. Enfin, on aurait pu se voir toutes les 3 semaines, un truc comme ça. Et je pensais, tu vois, que moi, dans mes souvenirs, tu lui avais dit, on fait un break, c'est pour te faire un électrochoc. Non, en fait, t'as jamais dit ça. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un contrat de 9 mois à la Baule, je peux loger dans la maison du Pouliguen, donc les choses sont simples et de cette façon, ça te permettra d'être au calme et de retrouver quelque chose et puis dans 9 mois, je reviens. Okay. De toute façon, ça ne nous empêche pas qu'on puisse, tu viens nous voir, en plus, il y a des rochers d'escalade au Croisic, tu pourras aller faire de l'escalade au Croisic et puis nous, on vient te voir le week-end, enfin, tu vois. Je comptais là-dessus. Et puis, en fait, là, on l'a pas vu, quoi. On l'a pas vu et nous, on n'est pas rentrés à Paris. Parce que toi... Si. Nous sommes régulièrement remontés à Paris. Donc, je te récupérais à la sortie de l'école. À l'époque, c'était 4 heures, c'était tôt, 4 heures le vendredi.
on sautait dans le train, il y avait 3 heures de train. On arrivait à Montparnasse, t'étais une petite fille de 5 ans. 3 heures de train, tu vois un peu, on arrivait tard. Et bien sûr, ils ne nous attendaient pas à Montparnasse. On se tapait ensuite le métro. Et je lui disais, est-ce que tu peux prévoir une tranche de jambon ou un peu de nouilles? Voilà. Déjà, devoir demander ça, c'est chelou. Enfin, ça semble... Et en fait, il ne rentrait pas. Il est plusieurs fois rentré à minuit, voire 1h du matin. Si bien que toutes les deux, on a passé notre temps dans le bistrot du dessous, tu sais, en train d'attendre. Et puis, comme il n'y avait pas de téléphone, j'allais tirer la sonnette régulièrement. Enfin. Ah, mais t'avais pas les clés? Mais non, j'avais pas les clés. Il me les avait redemandées. Donc, t'attendais avec ton enfant de 5 ans dans un café. Oh, la honte. Je suis désolée, mais là, la honte. Ouais. Il m'avait demandé les clés en disant, tu sais bien que je les perds et tout, ce serait mieux que... Et puis moi, bien évidemment, l'idiote, voilà. Ouais, bon. Voilà. Alors là, tu vois, c'est le moment, à chaque fois, les enfants, c'est là où je n'ai plus aucune patience. Je suis désolée, mais faire attendre une maman et son enfant de 5 ans jusqu'à minuit dans un café, ça me débecte. Oui, voilà. Donc, c'est arrivé à 2 reprises. Et puis après, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? Je dis entre grands guillemets parce que je l'explique ensuite. J'ai passé mon enfance où il revenait 2 fois par an, vous dormiez dans la même chambre, donc il n'y avait pas vraiment de séparation. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu rentres pas? Parce qu'il y a quand même un gros gap. Je veux dire, il y a un moment on rentre plus à Paris. En fait, au bout de 9 mois, mon contrat pouvait être renouvelé et Philippe m'a dit, écoute, t'es très bien là-bas, c'est aussi bien que tu sois là-bas pour Pauline, pour toi. Et puis voilà, j'ai renouvelé mon contrat. Et lui, il n'avait pas retrouvé de travail, bien sûr. Ou alors non, bien évidemment. Non. Et il vivait grâce à l'argent que grand-père et grand-mère lui donnaient. C'est ça. Oui. Et ensuite commence mon enfance avec un papa. Oui, pardon. Et puis après, au bout de 2 ans, écoute, j'ai bien vu que voilà, c'était cuit, mais j'étais incapable de divorcer, si tu veux, incapable. Et puis, il avait des mœurs, j'avais pas envie qu'il soit prosélyte vis-à-vis de toi, parce qu'il me posait des questions. Je sentais bien qu'il aurait voulu que petit à petit, il faut être libre dans la vie, il faut absolument expérimenter plein de choses, etc. Et j'avais peur pour toi qu'il te mette des choses dans la tête. Voilà. T'avais peur qu'il franchisse la ligne avec moi? Non. Ah, j'ai eu peur parce que il a jamais. Non, ça, il y a une chose. Je suis formelle. Je sais qu'il ne t'aurait jamais touché. Voilà. Ah non. Mais mais je n'ai jamais eu un doute. Même c'est con, mais je le vois bien enfant prendre mon bain et voir mon papa qui a un regard de papa sur moi et pas un regard différent. Oui, absolument. Non. Il a toujours été extrêmement correct et réglo. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais il me disait, mais enfin, il est tout à fait normal de vivre une vie, d'expérimenter plein de choses dans la vie, d'avoir des amants, des maîtresses, des trucs, voilà. Et si tu veux, je voulais pas qu'il te mette petit à petit ces choses-là dans la tête. Ok, je comprends, j'ai eu peur. Voilà. En fait, t'avais peur que petit à petit il me fasse, il me donne des valeurs qui n'étaient pas les tiennes.
Exactement. Ok, j'ai eu peur. Voilà, excuse-moi. Oui. Bah, si tu veux, c'est pas facile de parler de tout ça. Ah, zut, je suis à nouveau dans la cuisine. Ça s'entend. Mon café me manque. Hein. Bon. Tu veux qu'on coupe 2 secondes et que tu te prennes un café? Allez, 2 secondes, je me fais Ça un marche. café si tu me rappelles dans 3 minutes. Ok, à tout de suite. D'accord, à tout de suite. Eh ben, Oui. je rallume l'enregistreur. Oui, si tu veux. Donc en fait, on reste au Pouliguen et ensuite à Nantes et papa, on va plus le voir que 3 fois par an. Oui, c'est ça, Noël, ton anniversaire, 24 heures. Et au mois d'août, et nous allions chez tes grands-parents à Biarritz. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le début de mon enfance, ce que vous allez entendre dès maintenant dans l'épisode 2. Merci beaucoup, Mamounette, de t'être livrée à cœur ouvert. Je ne sais pas si j'ai été très claire et tout. C'est pas évident de parler de ce genre de choses, d'autant plus que pour moi, c'est du passé, si tu veux. Même les gens qui me demandent quelle vie j'ai eue, j'ai pas du tout envie de raconter ça, en fait, en général. En fait, t'as pas envie d'être défini par ça. Oui, c'est ça, absolument. Dis donc, tu es bonne psychologue. Je peux te dire que j'ai travaillé. Hein. Ah ben oui, non, tu arrives très bien. Ah non, mais c'est un super compliment en vrai, ça me va droit au cœur parce que c'est un vrai beau compliment. Mais je comprends tout à fait et tu vois, après moi j'ai une copine d'ailleurs que j'embrasse, Laetitia Magectia sur Instagram, qui m'a dit cet hiver qu'elle ressentait que j'avais encore de la colère envers papa et elle m'a dit un soir, tu lui écris tout ce pourquoi tu lui en veux. Et tu le brûles, tu vois. Et je l'ai fait et maman, je te jure que depuis, ma colère est partie. Ça y est, maintenant, en fait, je sens que je suis vraiment passée à une autre étape de ma vie. Oui. Et après cet épisode, moi, je me dis comme ça, les gens, ils auront la compréhension complète de ce par quoi on est passé et pourquoi est-ce que on a tel type de comportement dans telle situation et pourquoi dans certains épisodes, moi j'ai tendance à donner des petites touches d'expérience quoi. Bon bah au moins les gens sauront et puis nous on pourra refermer ça et passer. Oui, absolument. Absolument. Moi en tout cas j'ai plus du tout envie. Ça y est quoi. C'est bon en fait. Oui, la boucle est bouclée. Exactement, voilà. La boucle a été bouclée. C'est bien. Donc, je suis contente que ça fasse pas une épine définitive dans ton cœur, parce que si, le souci, moi, et c'est là où je lui en veux énormément, c'est que l'abandon. Alors, bien sûr, mais enfin, je veux dire ça. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas trouvé une personne bien encore avec qui construire dans la durée, mais moi je suis persuadée que c'est parce que j'ai mis des années et encore aujourd'hui c'est compliqué avec les hommes pour cette raison-là et je lui en veux parce que vraiment je sais que je suis quelqu'un de bien, qui a de belles valeurs, plein de choses à offrir dans une relation. Et je galère et je tombe sur des hommes qui me font pas du bien et moi là franchement je lui en veux parce que ça a teinté mon futur, tu vois, ces actions ont une vraie répercussion qui moi aujourd'hui encore me rend triste. Donc là-dessus, si franchement il déconne et il a déconné. C'est juste. C'est juste. Mais par contre, je ne laisserai pas ça définir le futur, c'est-à-dire que je travaille encore aujourd'hui, je me donne tout ce que je peux pour vraiment voilà. Évacuer et dépasser ça. Ouais, parce que j'ai aucune envie que ça définisse ma vie. Absolument, chapeau, hein. Et non, t'as été hyper claire dans ce que tu as dit et toi aussi une excellente. Et d'ailleurs, je vais le dire au micro parce que je le pense vraiment, mais rares sont les femmes de ton âge que j'ai entendu parler de leur relation passée, avoir une telle
analyse un tel recul sur elle-même. Il y a ce grand truc de votre génération de oh bah c'est comme ça, j'ai fait du mieux que j'ai pu, hop j'avance. Et ce sont des gens qui répercutent leur trauma passé sur les générations futures et qui disent des horreurs à leurs enfants ou à leurs petits-enfants parce qu'elles n'ont aucune conscience d'elles-mêmes. Et toi, c'est pas ton cas. Et je sais que tu es quelqu'un. Non, bah, tant mieux. Mais c'est incroyable, tu te rends pas compte. Je sais que tu seras une grand-mère qui aura des paroles douces qui font grandir et pas qui cassent. Tu te rends compte, maman? Tu peux être fière de toi, hein. Bon, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, t'es quelqu'un qui a énormément évolué et qui a repris ta liberté. Ah oui. Et aujourd'hui, tu as ton tempérament, ton caractère, tu t'es vraiment révélé, quoi. Et tu sais, il y a une chose vraiment, c'est que j'ai beaucoup grandi avec toi. Tu m'as beaucoup poussé dans mes retranchements et posé beaucoup de questions qui font que j'ai dû évoluer. Parce que tu vois comme quoi c'est nécessaire. Oui, je suis d'un tempérament paresseux, bien sûr. Non. Plein de gens. Et en fait, tu m'as pas laissé m'apesantir sur des trucs et tu m'as posé beaucoup de questions et franchement, c'est totalement vase communicant entre nous. Ouais, c'est clair. Vraiment... Je sais que je t'ai beaucoup challengé. Oui. C'est ça le terme. Je pense que c'est challenger. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, ma psy m'a toujours dit, vous êtes capable aujourd'hui de faire ce que vous faites parce que vous avez reçu énormément d'amour de la part de votre maman. Et sans cet amour, vous n'auriez même pas l'espace en vous pour développer des projets, etc., etc. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même développé de super trucs et ça, je le dois à tout l'amour et la douceur que tu m'as donné, tu vois. Tant mieux, tant mieux. Non, c'est papa qui a déconné là-dedans, je suis désolée, mais... Mais oui, mais oui, c'est quand même trop bête, il a gâché beaucoup de choses parce que ça aurait pu faire une bonne émulsion, tout ça. Ouais, avec tout son brillant et ouais, franchement... Oui, parce que mine de rien, malgré tout, on s'entendait très bien, il y avait une complicité très forte entre nous, malgré... Hein, tu sais bien, parce que toi-même, tu n'arrivais pas à trouver ta place entre nous deux. Ah ouais, c'était super dur. Dès qu'il arrivait, il n'avait Dieu que pour toi. Et moi, j'avais pas la parole et puis j'étais pas intéressante et j'étais toujours de côté. C'était... Oui. Et il écoutait toujours ce que je disais. C'était étrange, hein. Ouais. Il était toujours... voilà. Mais tu sais, en un sens, peut-être finalement, il a fini par te respecter une fois que tu as mis ton holà. Oui, certainement, bien sûr. Attends, désolée, il y a Tara qui gratte sur le canapé. Tara! Pardon, je laisserai ça, hein, évidemment. Elle me regarde en mode « J'ai rien fait !» Oh là là. Bon, mais écoute, ouais. Je te fais un gros bisou. Tu vas faire de tout ça, mais bon. Ah bah, c'était passionnant. Je vais le poster et les gens se feront leur idée. Mais moi, je t'ai trouvé ultra claire, très très courageuse de dire ça parce que c'est pas évident. Tant mieux. Bisous, mamounette. Bon, bah, je vais aller me faire un petit goûter. Je vais aller me faire foutre. Aussi. Les bontés. Je t'embrasse très fort. Gros bisous. Bisous.